Bienvenue de l'autre côté du tableau, le podcast qui donne la parole aux maîtres, maîtresses, profs. Bref, à tous ceux qui font l'éducation aujourd'hui. Parce qu'on se souvient encore de la maîtresse grâce à qui on a réussi les divisions, ou bien ce prof qui nous a fait adorer la physique ou le français, alors que franchement c'était vraiment pas gagné. Ici on inverse les rôles et on découvre les coulisses et les souvenirs que eux ont gardés. Je suis Valentine et j'ai toujours baigné dans le monde des profs. Alors en hommage à eux, et surtout pour dévoiler les coulisses d'un métier qui représente bien plus de challenges que l'on peut imaginer, passons de l'autre côté du tableau. Aujourd'hui, on accueille Kenya, une jeune enseignante qui a débuté sa carrière il y a 5 ans. Depuis toujours, elle est motivée par une vocation, aider et transmettre. Mais devenir professeur des écoles, notamment en REP, ou les réseaux d'éducation prioritaire, se révèle bien plus difficile que ce qu'elle avait imaginé. Dans ces établissements, les élèves, souvent issus de milieux défavorisés, font face à des problématiques sociales et sociétales qui dépassent largement le cadre de l'enseignement. Ce qui rend le parcours de Kenya remarquable, c'est qu'elle a choisi de travailler volontairement en éducation prioritaire. Elle voulait apporter son aide là où le besoin était le plus grand. Mais une fois sur le terrain, elle a vite été confrontée à des réalités brutales. Situations complexes, violentes, ressources limitées. Il faut s'accrocher. Kenya nous partage justement ses premières années qui n'ont pas été tendres, mais qu'elle regarde désormais avec fierté, une fois ce baptême du feu passé. Bonjour Kenya. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ton prénom, ton âge, d'où tu viens dans un premier temps? Je m'appelle Kenya, j'ai 29 ans et j'ai toujours grandi dans la région parisienne et maintenant j'enseigne à Paris. Et est-ce que toi, dans ton parcours, t'as eu quelqu'un d'inspirant qui t'a un petit peu donné envie de faire ce métier ou ça t'est venu plus ou moins naturellement? Comment tu te positionnes un petit peu par rapport à tout ça? Je suis d'une famille avec 2 parents enseignants en lycée. Ok. Donc c'était quand même un petit peu différent, mais voilà, le rapport avec les élèves, le rapport au lieu, à l'école, on en a quand même beaucoup parlé. Je sais pas si ça m'a vraiment inspiré ou non, mais le fait est, t'as baigné dedans. J'étais en plein dedans, voilà. Et puis ensuite, j'ai travaillé en job étudiant avec toujours des enfants, que ce soit dans le collège pour être pionne, etc. Et en fait, dans ces moments-là, t'es encore dans cet univers, t'es encore avec des adolescents et tu te poses pas mal de questions. Tu vois des profs ou des personnes qui peuvent quand même t'inspirer un petit peu. En fait, finalement, c'était par facilité au début de se dire ah bah je vais me faire un petit peu d'argent comme ça. Et après, t'as vraiment appris à aimer ce lien avec les élèves. Oui, c'est ça. Je pense que j'ai toujours su que j'aurais bien travaillé, du moins avec un public. Enfin, c'était vague. Et plus j'ai travaillé, plus je me suis rendu compte que peut-être que les élèves et transmettre les choses, ça pouvait plus me plaire. Trop bien. Et du coup, comment ça s'est passé un petit peu toi tes débuts? Ça fait combien de temps que t'enseignes et où est-ce que t'as commencé? Alors maintenant, ça va être ma 5e année, sachant que j'avais quand même une année en plus où j'avais fait que des remplacements. Ok, donc ça c'est la première année. Ça un peu 6 ans. Mais d'accord. Du coup, il y a eu une première année où là j'étais en remplacement dans des écoles. C'était un dispositif qui existe plus maintenant et c'était pendant ton master, tu pouvais faire ça. Et t'étais envoyé pendant 2 semaines ou pendant 3 semaines dans une école et t'étais toute seule face à la classe. Il y avait pas de stage, etc. C'était vraiment toute seule et donc tout ça je l'ai fait en 93. Donc c'était déjà une année très formateur et en même temps c'était aussi plein de pression parce que là pour le coup je connaissais pas grand chose. Donc j'ai fait mon concours et suite au concours j'ai été stagiaire pendant 1 an. D'accord. En CM1 et je partageais du coup mon temps avec une autre stagiaire et on faisait à chaque fois 3 semaines. Donc 3 semaines dans la classe pendant que l'autre était à la fac. Voilà, à la fac et ensuite 3 semaines on a inversé les rôles. Et ça tu communiques du coup toi avec l'autre maîtresse oui. qui était ouais d'accord. Ouais. Pour adapter les programmes. Bon, moi, en tout cas, c'était une année très difficile avec une stagiaire qui était en très grosse difficulté et en question aussi du métier parce que en fait finalement on n'est pas vraiment plongé dedans avant. Et du coup, bon, la communication était pas facile, notre classe était pas simple non plus. Parce que du coup, c'était CM1 dans le 93. Des CM1 à la porte d'une porte de Paris. Ok, d'accord. Donc, okay. Dans une zone qui n'était pas encore REP. Qui était du coup entre deux et c'était du coup très difficile parce qu'on avait 30 élèves et on avait clairement des élèves de profil REP. Ok, ouais. Première année, un petit peu remplacement où là t'as vu un peu de tous les niveaux, mais comme c'était assez ponctuel, j'imagine que t'as moins cette pression de se dire bon, c'est quand même c'est ça, on a moins la responsabilité de c'est ma classe, ils les emmènent quand même vers quelque chose dans l'année. C'était plus la première année, on va dire, apprendre à gérer la classe. Au moins, ça m'a formé sur ça, parce que tu dois remplacer, donc tu dois gérer l'élève, faut qu'ils soient en sécurité, faut qu'ils soient quand même un petit peu calme, occupés, qu'ils soient intéressés par ce qu'on propose et qu'ils travaillent pour les objectifs. Et du coup, tu travailles vraiment ta gestion de classe.
Alors que l'année de stage, là, c'est la première année où t'es face à ta classe et il faut que tu organises tout. Tu fasses du début à la fin et que tu penses à tes séances, tu penses... Oui, que tu commences vraiment le métier d'enseignement, en fait. Classe, enfin, voilà, ouais. Donc ça, c'était l'année de titularisation. Ok. Et parce que du coup, là, donc, toi, t'arrives, première classe, 30 élèves, dont j'imagine 2, 3, voire 5, 6, un peu chaud. Au niveau enseignement, est-ce que ça s'est fait un peu comme tu le voulais au début? Bon, alors c'était loin d'être parfait. Ouais, j'imagine. Mais c'est vrai qu'il y a eu moins de difficultés, je pense, que parfois certains où on découvre juste notre manière de se présenter face à des élèves et de gérer des élèves. Ça, c'est vrai que je l'avais déjà fait et ça me faisait pas très peur. Ok. Mais par contre, c'est vrai que gérer des élèves, être face à eux, c'est quelque chose, réussir à ça. Mais ensuite, après, c'est vraiment réussir à leur transmettre et leur apprendre quelque chose, les tenir une journée, parce qu'en fait, au début, franchement, soit on prévoit beaucoup trop d'activités et notre timing il est pas bon et donc on a la moitié des choses. Moi, il y a des jours où j'essayais de réadapter et finalement, c'était beaucoup trop. Enfin, ça allait plus vite que ce que je pensais. Si aujourd'hui je dois leur faire la découverte des fractions, je dois leur faire la découverte des fractions, mais s'ils sont en PLS, ils en peuvent plus, ils sont fatigués. Mais en fait, il faut réussir à s'adapter. Okay. Et tout ça, tu l'apprends et tu y arrives, mais au début, tu peux être un peu. Faut pas être trop psychorigide parce que en effet, tu pas vite déçu de ton truc. Tu vas être frustré, quoi. Ouais, je vois. T'étais obligé finalement de préparer des activités annexes en mode plan A, plan B si ça se passe pas bien. Il faut pouvoir toujours trouver quelque chose qui peut fonctionner si voit que vraiment ils tiennent pas, parce qu'il y a des jours où c'est plus ou moins facile, ou du moins aussi parfois même ta séance, si tu vois qu'elle prend pas, il faut se dire ok, j'arrête là, on arrête la souffrance. c'est dur pour nous, c'est dur pour eux, on arrête. Mais bon, ça c'est des petites choses. Ok, hyper intéressant. Est-ce que toi t'as eu des confrontations cette première année, justement, tu dis arriver à gérer les trucs par rapport aux activités, aux enseignements classe. Est-ce que tu as eu, par exemple, des élèves qui te sont un peu rentrés dedans ou ça s'est globalement bien passé? Si. Non, comme je l'ai dit au début, c'était pas une année très... Enfin, je dirais que maintenant, j'ai eu que des classes quand même pas très faciles. Ouais. Donc, c'est peut-être juste le quotidien. Mais la première année, je me disais, waouh, comment gérer avec autant de particularités, de soucis d'élèves ou de caractère aussi, de différenciation, parce qu'il y a aussi plein de niveaux différents, de frustration. Enfin, bref, c'est un melting pot où tu paniques un peu. Et malheureusement, parfois aussi, tu en as dans ta classe qui explosent. Et là, j'en avais un justement qui, lui, toutes ses frustrations, c'était que de la colère. C'était vraiment l'image qu'on peut avoir du petit qui va balancer sa table. Il te balançait vraiment sa table. Il balançait vraiment sa table. et il la levait. Enfin, c'était assez sportif. Il l'a fait, quoi. Mais dans ces moments, c'est... Ouais, tu sais pas comment réagir, là, Non, c'est un peu... la première chose, c'est quand même la sécurité de tout le monde, au moins, et de lui-même, mais aussi des élèves, et voilà, bon... Ouais, de tes 29 il est en colère, élèves. il a peut-être le droit, on travaillera plus tard sur la manière de gérer cette colère. Mais c'est super frustrant de te dire que tu as peut-être amené aussi cette colère, et donc tu te poses plein de questions, je trouve, au début. Et aussi, c'est une manière aussi de te sentir un peu... Enfin, c'est pas que c'est toi qui as fait l'erreur, forcément. C'est aussi ça, il faut l'apprendre au fur et à mesure, mais c'est difficile. Mais c'est un peu un avis de faiblesse, et donc il faut quand même prendre... Tu te remets en question, forcément. Ouais, il faut tous se dire, allez, c'est pas grave, je vais quand même demander de l'aide. Il y a un directeur, il y a des collègues, et puis ces élèves qui hurlent, qui crient, essayer de trouver plein de solutions. Et ça, c'est encore un apprentissage. C'est encore un autre métier aussi. Ouais, chaque enfant est différent, donc en fait, chaque année, tu peux en avoir un qui explose, ou un qui est en rébellion complète, un qui va pouvoir te parler très très mal, un autre qui va... Il y a un peu tout type de soucis. Il y en a qui explosent, tout c'est que de la colère face à une frustration scolaire. Il y en a qui ont besoin toujours d'être en recherche et en confrontation permanente avec les élèves et les enseignants. Donc là, c'est plus verbal ou des violences physiques, des bagarres, etc. Donc ça, faut aussi les gérer et les rassurer. Peut-être à ceux qui ont vraiment je sais pas, tout est mélangé. Différent. Il y a des trucs que tu peux potentiellement anticiper. Typiquement, comme tu dis là, la frustration par rapport à un truc scolaire versus effectivement le petit ou la petite qui est un peu instable ou en tout cas des choses que ça tu peux pas anticiper pour le coup. Non, exactement. En fait, ils ont tous tout est lié à une frustration scolaire ou alors des choses familiales qui se répercutent, mais en fait finalement
C'est à toi de gérer. C'est à nous de gérer, c'est tellement différent. Après il y a toujours plein de petits tips aussi, hein. Rien n'est parfait et tout ne fonctionne pas avec les enfants. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, on sera forcément tous confrontés à ça dans moment notre donné, carrière, ouais. je pense. Franchement, je pense que peu importe ton ancêtre, mais plutôt c'est le mieux, je pense aussi. Mais ça... Ouais, parce que du coup, toi, tu te retrouves là avec cet enfant qui te balance sa table. Qu'est-ce que du coup tu lui dis quoi? Enfin, c'est quoi le premier mot que tu lui sors? Là, ça fait longtemps, je saurais plus. Je pense que sur les moments, je sais plus exactement comment j'étais là à ce moment-là. J'en ai eu encore un et cette année qui avait des très grosses crises et donc là j'étais beaucoup plus calme et je savais un peu mieux le gérer. Peut-être que sur les premières fois, on est surtout un peu choqués. Et en fait, même tous les élèves, tout le monde s'arrête et personne ne comprend. Surtout quand ça ne démarre pas d'une discussion, parce que parfois ça peut démarrer d'une discussion où on a dit quelque chose et ça monte crescendo. Bon, mais là quand ça démarre de rien et tu as un enfant qui hurle d'un coup et qui est en colère, à part lui dire que c'est pas possible, et de ceinturer ou de faire quelque chose. La première réaction, je pense que c'est quand même aller vers lui. Et donc calme, je pense que je sais pas si je parle beaucoup dans ces moments-là, mais surtout l'isoler des autres, l'isoler de tout danger pour lui et s'il faut ceinturer, c'est malheureux, mais il y a des moments où on a pas forcément le choix, même si c'est on évite pas du tout conseillé mais il y a des moments où c'est impossible. J'imagine que s'il s'agit de tous les sens, qui te tape, qui tape tout ce qui passe à proximité, c'est dangereux, il faut juste au moins l'isoler. Donc lui, quand on lui dit maintenant tu sors et tu vas te calmer dehors, s'il ne le fait pas, au bout d'un moment on est obligé. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres solutions, on est tous en train d'apprendre et on sait que non, mais c'est sûr. Non, mais et puis comme tu dis, je pense que c'est la partie un peu sécuritaire comme ça peut t'arriver dans la rue, comme ça peut t'arriver en fait dans n'importe quel autre cadre. Tu vois quelqu'un qui pète un câble et qui peut potentiellement devenir violent vers toi. T'essayes de contrôler un petit peu plus ou moins. Un peu quoi. Bon, du coup première année sur le chapeau de roue, mais finalement où t'arrives à tirer pas mal d'apprentissage sur tout ça. Les autres années, et notamment là, cette dernière année dont tu parlais, quel niveau t'as eu? Comment ça s'est passé un petit peu mieux? Est-ce que toi, justement, t'as réussi à trouver ton rythme? Est-ce que tu t'es un peu épanoui dans certains trucs, un peu plus? Oui, ça c'est sûr. Par contre, je m'épanouis chaque année. Donc chacune de mes années ont été particulières. C'est-à-dire que la première année après ce stage, c'était une journée. J'étais dans une classe, mais seulement pour la journée. C'est-à-dire que tous les lundis de l'année, j'étais dans une classe de CE1 dans une école. D'accord. Tous les mardis de l'année, j'étais dans une classe de grande section dans une autre école. D'accord, ok. Et donc on suit les classes à l'année, mais on n'y est finalement qu'une fois. Donc là, la responsabilité est complètement différente. On n'a pas la classe, entre guillemets. Et j'ai pas eu vraiment de très gros soucis. On découvre des niveaux, on découvre des écoles, on découvre des fonctionnements d'enseignants, parce que tu travailles avec l'enseignant qui, lui, est en charge de la classe le reste du temps. Donc il y a eu cette première année-là, qui était intéressante, mais ça correspondait pas à ce que moi j'aime. Que j'ai fait ce métier pour, en effet, avoir quelque chose de plus pérenne. Je préfère avoir ma classe du début à la fin et de construire des choses. C'est vraiment ce que je recherche. Donc l'année d'après, c'est pas bien déjà d'avoir cet objectif et de savoir c'est vraiment ça qui m'attire. Oui, c'est ça, franchement, dans ce métier. Au début, on est tous un peu différents. Il y en a d'autres qui préfèrent être remplaçants pendant 5-6 ans au début. Moi, ça me permet, ça m'a permis de découvrir des écoles autour de moi, de découvrir des fonctionnements. C'était très bien. Mais j'étais très contente d'avoir un autre poste ensuite. Et là, je suis arrivée donc dans l'école actuelle, où c'est une école du coup en réseau prioritaire. Et j'ai fait ma première année avec des élèves de CM1. D'accord. Et je connaissais le niveau parce que j'avais fait donc pendant mon année de stage. Donc au niveau apprentissage, ça me paniquait pas trop. Ouais. Par contre, ils étaient très peu nombreux parce qu'on m'avait prévenu que ça allait être un niveau, une promotion plutôt très difficile. Ok. Et ce fut le cas. Encore une fois. Mais donc là, ça te forge le caractère. Je pense que c'était peut-être la plus dure, l'année la plus dure, la plus difficile, avec des élèves. Beaucoup d'élèves avec des besoins particuliers. Et là, parce que cette année-là, t'es donc dans une école en ZEP, classe de CM1. T'as combien d'élèves? J'en avais 16. 16, ok, oui, donc là, c'est très peu, c'est un petit effectif, sachant que j'avais eu la 30 élèves, mais vu qu'on est en réseau prioritaire, ils sont jamais trop nombreux. Ok. Je crois qu'on est max à 24. Ok. Et 24, ça reste quand même... Oui, c'est un beau groupe, mais 24-25, et en fait, justement, là, l'équipe avait préféré exploser un peu tous ces élèves. D'accord. Et en faire 3 classes et non 2. Ok. Et pas faire le niveau, etc., parce que ça fonctionnait pas avec certains, donc... donc je suis arrivée dans cette classe avec très peu d'élèves. Donc au début, on se dit super, ils sont peu, on va pouvoir faire plein de choses, construire plein de choses, et puis finalement très vite tu comprends pourquoi certains étaient isolés, et du coup
c'est enfin, toute l'année, tu cherches des manières de faire pour que ces élèves, soient quand même heureux, parce que c'est le plus important quand même aussi pour nous. C'est bien sûr, on aime transmettre et on souhaite ça, mais c'est aussi quand même que l'école ne soit pas un moment horrible et voilà, on veut pas qu'ils soient en souffrance, au moins à l'école, parce qu'ils vivent tous, certains, du moins, des choses assez difficiles à la maison, donc il faut que ce soit un vrai cocon, l'école. Et ça explose, et ça explose beaucoup, et c'est... Et ça, c'est ce que tu dis là, justement, le fait que ça soit un cocon, l'école. Est-ce que c'est toi qui détermine ça, ou c'est vraiment, justement, l'équipe enseignante qui te dit, OK, bon, là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à gérer, que ça se passe bien, ou c'est toi qui, finalement, avec ton expérience, t'as déterminé ça parce qu'en fait, tu oui, c'est plus moi. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu l'objectif de tout enseignant, j'imagine. Que voilà, ce soit un repère. L'école, on y passe clairement, ces enfants-là, ils passent 90% de leur temps, énormément de temps en fait, plus que parfois avec leurs parents, donc c'est très important. Il faut que ce soit un endroit paisible pour eux. Et en plus, justement, quand tu arrives dans des écoles où tu découvres la vie dans laquelle ils se trouvent, les situations familiales, les situations vraiment des situations très difficiles, là, forcément, tu es encore plus dans cette idée que l'école doit vraiment être le repère de sécurité. De sécurité, exactement. Ouais. Parce que du coup, typiquement, t'as été confronté à des cas un peu difficiles, c'est-à-dire c'est quoi? C'est de la maltraitance potentiellement? C'est des petits qui ont des problèmes psychologiques? C'est principalement, du moins où je suis, des profils soit en maltraitance, des parents violents. Des parents violents. Alors après, voilà, on a un peu tout type aussi de violence. Oui, non, il y a des violences vraiment très au niveau de l'inceste, etc. Donc ça, on a des enfants où là ils sont comme en foyer, quoi. C'est des foyers, quoi, d'accueil. Où là vraiment il y a eu de l'isolement, il y a eu de la violence physique, il y a eu un type de choses. Après on a aussi la violence juste où c'est des familles qui vivent avec la violence, où la violence c'est une manière de faire, c'est une manière d'éduquer. Certains élèves en souffrent aussi énormément, bien sûr. Et après, il y a aussi tout ce qui est sans logement, des parents qui ont des situations financières ou même des situations administratives qui ont pas encore, qui sont arrivées il y a pas très longtemps en France, et qui se retrouvent à dormir soit dehors, soit dans les gymnases tout le temps, ou à être expulsés de leur logement. Et du coup, ça, on en a aussi beaucoup. Donc, il y a plein d'amour dans ces familles, c'est pas le problème. Non, j'imagine. Mais ils vivent quand même des situations lourdes. Ouais. Et ça, comment vous déterminez entre guillemets ça? Est-ce que parce que c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que l'école, évidemment que ça a toute cette partie sociale, et heureusement que les professeurs ont justement toute cette empathie et cette connaissance pour accompagner tous les élèves. Et comment t'arrives à faire la part des choses? Est-ce que justement tu vas t'engager encore plus dans ce truc-là en se disant bon, j'aimerais bien les aider d'une autre manière, ou comment t'arrives en fait à avoir un peu cette gestion du quotidien ou... Je pense que ça varie vraiment en fonction aussi des profils. Parce qu'il y a des moments où on n'a juste pas le choix. C'est-à-dire que c'est notre devoir en tant que professeur d'assister, de voir la violence. La violence, s'il y a des choses que nous, on a d'alerter, vues, si des enfants nous en ont parlé. Il arrive une fois où là, un enfant, on a parlé à son camarade de classe, et donc c'est son camarade de classe qui est venu nous en parler parce que c'était trop lourd pour lui de comprendre que son copain, que c'était pas normal que son copain puisse avoir subir ce genre de choses. Et subir, exactement, subir des choses à la maison de la sorte. Donc il y a des moments comme là où notre devoir c'est de prévenir, de gérer la situation, de l'accompagner, d'aller voir tous les professionnels qui sont dans le protocole, et ensuite le gérer, c'est-à-dire que faire un suivi de ça, effectivement. Voilà, il faut faire un suivi, on est dans les rendez-vous. Donc voilà, il y a des enfants où, dans tous les cas, la situation familiale dépasse complètement le spectre. Le spectre de l'école. Et donc là, même nous, de toute façon, on est confrontés à devoir aller faire les réunions, on doit aller avoir des rendez-vous, on doit faire des dossiers pour les instances aussi juridiques. Enfin voilà, il y a des... Ça, du coup, typiquement, ça t'est déjà arrivé, ce que tu disais dans cette classe-là? De faire ce genre c'était pas dans cette classe-là, c'était dans une classe juste avant, mais oui, on est obligé dans ces cas-là de faire des dossiers, et bon, il y a des professionnels de la santé, bien sûr dans l'éducation nationale, qui finalement après gèrent ça. Nous, on est surtout les relayeurs de l'information, on fait beaucoup de lettres, tirer la sonnette d'alarme, quoi. Et puis ensuite après on est les référents, mais on gère pas non plus tout. J'aurais heureusement, pas heureusement. C'est un autre métier, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais ça dépend, donc vraiment, il y a des situations où on est obligé de les gérer. Il y en a d'autres où on sait
que la situation est difficile. Et par exemple, même au niveau des logements ou des choses comme ça, à part faire des lettres et essayer de se battre pour, voilà, il y a des écoles qui des assos, hébergent, des choses un peu comme ça. Droit. Il y a des écoles. Moi, on essaye de faire parce que c'est très dur de se dire que notre enfant là, de voit ce dans soir, la classe, ce soir, il aura pas de logement. Puis on a les parents terrible. face à nous. C'est terrible. On a envie d'aider, mais ça, clairement, ça dépasse clairement notre rôle et parfois on n'a plus pas de solution. Donc je dirais que c'est plus l'humain qui et nos possibilités. Et comme tu disais, le cocon. Voilà, nous la seule chose qu'on peut faire, c'est que à l'école, ce soit un moment plus facile. Ces enfants qui dorment pas, qui sont dans des situations terribles, bah s'il s'endort dans la classe, et ben il va s'endormir bien sur le canapé et c'est pas grave. Et il faut aussi les relâcher sur ça, juste leur offrir un peu de douceur et de douceur. C'est terrible quand même ce que tu dis. C'est vrai que c'est pas simple à gérer, notamment quand tu viens d'arriver un peu en plus dans l'éducation. Mais je pense que ça doit être pour le coup tellement. Enfin, tu dois apprendre tellement de choses au niveau de toi en tant que humain qui tu es, les valeurs que tu as envie de transmettre, comment tu as envie d'aider les autres. Je pense que ça doit faire, même si c'est pas le métier initial, ça doit faire énormément sens. Oui, c'est sûr. Et puis je pense que je m'y retrouve dans tout ça. Ouais, toi c'est ça. Mais c'est vrai que ça peut être aussi beaucoup. Ça peut être beaucoup parce que oui, parce que c'est ça, du coup, toi, quand c'est les enfants qui ont besoin et donc ça met beaucoup de sens dans ce qu'on se fait. On se dit, ok, ce que je fais, ça sert réellement à quelque chose. J'ai pas juste appris, je sais pas, j'ai pas juste occupé parce que c'est vrai que dans d'autres écoles où ils sont plutôt très performants, où il y a des problèmes, les problèmes sociaux, ils sont partout dans tous les niveaux de tout type d'école. Dans tout type d'école, mais parfois, c'est vrai qu'on a des écoles où ça roule plus ou moins, où les enfants sont plus aptes à se concentrer, etc. C'est sûr on met du sens à ce qu'on fait. Le fait d'enseigner en REP, est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire dans tes premières années ou toi c'est vraiment un choix? Tu t'es dit, en fait, moi j'ai vraiment envie d'aider les plus démunis finalement au niveau scolaire, ou c'est quelque chose finalement tout le monde doit plus ou moins passer par là parce que je sais que apparemment c'est les écoles les plus difficiles et au niveau des affectations, les profs qui ont un petit peu plus de bouteilles, ils ont pas forcément envie de se retrouver dans voilà. Oui, c'est ça. En fait, à Paris, je dirais que c'est un petit peu différent parce que j'ai l'impression que... C'est vrai que t'es à Paris, toi. Oui, à Paris même, c'est pas totalement... Enfin, si, les écoles REP et certaines ne sont vraiment pas demandées et c'est là où on peut facilement avoir un poste. Et c'est pour ça que je pense que j'ai eu aussi mon poste assez vite. Sachant que j'ai des copines qui cherchent encore et qui n'ont toujours pas de poste alors qu'on a eu le concours en même temps. Donc ça fait 5 ans qu'elles sont chaque année, elles sont dans une école et elles le découvrent en septembre. J'ai eu ce poste-là sans doute, voilà, parce que c'était une école REP et parce qu'elle est moins demandée, parce qu'elle là, elle est vers les portes encore une fois. Mais on n'est pas forcé d'être dans ces situations. On choisit aussi si on n'a pas envie du tout d'être en REP et je pense que c'est aussi le cas de certaines justement de mes copines qui ne cherchent pas d'école si ce n'est pas celle qu'elles souhaitent. Dans ces cas-là, c'est juste elles sont en sorte de remplaçant chaque année et ils ont juste pas d'école fixe. Donc on n'est pas forcé de l'avoir mais c'est les écoles où il y a le plus de place. Sachant que voilà, à Paris, je dirais que les écoles sont quand même il y a une mixité. Pas toutes, mais il y en a quand même qui sont assez mixtes parce que Paris aussi c'est assez cosmopolite pour le personnes donc il y a des écoles qui sont quand même demandées par des enseignants très assez topés ou des qui font déjà depuis très longtemps et ils souhaitent avoir ces écoles sachant que REP vu qu'il y a toujours cette idée de prime ça joue aussi quand même sur la partie financière. C'est vrai que la partie financière n'est pas négligeable. Moi je le fais pas du tout pour ça. Parce que j'avais enseigné dans le 93, j'avais même hésité à faire mon concours dans le 93. Au final, je me suis dit que Paris ce serait parce que tu vis à Paris, sympa parce que je suis à Paris et que j'avais peur d'être envoyée trop loin. Mais je pense qu'il y a des zones où je trouve ça dommage en fait que les élèves reçoivent des enseignants qui n'ont pas forcément envie d'être là. Qui sont là parce qu'ils sont là qu'une fois, qu'un an et ils tournent etc. Donc je me disais quitte à moi avoir envie d'être dans ces endroits. Autant leur offrir une enseignante qui est motivée. T'es contente d'être là. Et dans mon école, c'est le cas pour tous. Tout le monde est motivé, tout le monde est très content d'être là, tout le monde a... Ça, c'est cool, du coup, donc, parce que... voilà, dans les écoles REP, on dit aussi souvent que les équipes sont chouettes et motivées, donc c'est important aussi de savoir. Bien sûr, parce que, justement, t'as beaucoup plus de soutien et d'accompagnement, j'imagine, de conseils, par rapport aux élèves difficiles ou ce qu'on peut te recommander, les façons de faire, les tips. Oui, je pense. J'ai pas connu beaucoup d'écoles du coup hors REP, mais c'est vrai que je
pense qu'on a besoin dans tous les cas de temps en temps de relâcher tout, et on peut le faire le plus souvent qu'avec les collègues parce qu'on se comprend. Ouais, mais j'imagine. Et parce qu'aussi notre vie familiale extérieure n'a pas non plus à en pâtir. Donc oui, les collègues sont très importants pour ça, et on arrive à tous à construire en fonction des écoles, en fonction de la motivation, en fonction du mood de chacun, mais on arrive à équipe. Est-ce que suite à ça, tu t'es dit, en fait, j'ai envie de participer à des assos, typiquement pour aider des SDF, de faire des maraudes ou des choses un peu comme ça? Oui, ça, je l'ai toujours eu. Dès que j'ai pu, j'ai faisais déjà les distributions de repas où je pouvais à Paris, à Porte-de-la-Chapelle, etc. Donc je pense que de nature, je suis un peu plus comme toi. Mais non, parce que donc je continue en dehors, je fais des cours de français à des personnes non francophones et qui n'ont pas forcément de papier. Ok. Donc je suis dans une association comme ça, mais je pense aussi et je comprends certains collègues qui n'en ont pas forcément aussi le temps ni l'énergie, parce que on vit, voilà, il y a des moments où il faut prendre sur nous quand on entend des situations d'enfants, quand on voit tous les jours des enfants qui vont, c'est ça, soit qui vont pas bien, soit des parents qui vont pas bien, des enfants qui je sais pas, qui arrivent avec leurs chaussures toutes trouées. C'est des petites choses, mais qui font que, en fait, quand tu rentres le soir, tu vas quand même penser à ton élève. Du coup, ça prend beaucoup la tête. Bien sûr. Et c'est de l'investissement émotionnel qui est H24. Exactement. En fait. Et du coup, là, le côté associatif, il est important surtout dans les vies de quartier, vu que ton école, t'as envie de faire vivre, c'est bien de faire vivre le quartier, etc. Mais on peut pas tout faire, on n'est pas tous parfaits. Non, mais j'imagine. C'est pas évident. C'est agréable de se dire que la rep, déjà tu l'as voulu dans un premier temps, tu t'y épanouis, même si effectivement t'es quand même confronté à des grosses difficultés qui doivent pas être faciles du tout au niveau du quotidien, mais c'est chouette du coup d'entendre ce genre de témoignage où malgré tout ça t'es encore là, motivé. Mais il y a des écoles rep encore plus difficiles, des rep plus, des situations très difficiles, très décourageantes, où je peux comprendre vraiment les enseignants qui y partent, parce que on vit aussi pour nous et il faut prendre le temps. Est-ce que tu te rappelles justement d'une histoire ou d'un événement où vraiment là tu t'es dit je suis trop fière de moi, que t'as aidé une famille, que t'as réussi peut-être à placer un enfant par rapport à des violences ou des choses comme ça? Nous, notre cheval un peu de bataille chaque année, c'est si on a un élève qui a en difficulté. Enfin, on est vraiment quand même, on se ressente quand même principalement sur les apprentissages. Et du coup, c'est si on repère des enfants qui ont soit des difficultés qui vont être trop lourdes et qu'on n'est pas nous professionnels justement de ça, comme les orthophonistes, comme plein de types de besoins. Et donc, déjà, à la fin d'année, quand tu as réussi, que les parents, tu fais plein de rendez-vous pour qu'ils puissent enfin appeler le service qui va pouvoir aider, avoir une heure d'orthophoniste ou une heure avec une psychologue ou des choses comme ça. Ça, c'est une vraie réussite parce qu'on sait que ça va pouvoir l'aider encore l'année prochaine et encore et encore. Sur du long terme, quoi. Sur du long terme. Donc ça, c'est une vraie réussite. On se sent bien. Il y a plein de petits moments où on est content quand aussi on a juste la confiance de l'enfant, qui se sent bien. Et heureusement que le plus souvent, on est quand même content et satisfait de ce qu'on fait à la fin d'année. Qu'on envoie ses enfants avec, du moins ce qu'on a pu. Après, plus d'espoir sur la suite. Exactement. On se dit que ça va pouvoir peut-être le faire. Après, c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, toi, t'as accompli ton rôle sur cette année-là, sur ce niveau-là. Il y en avait un, par exemple, qui avait vraiment une gestion de la colère difficile et qui explosait en récréation, qui faisait toujours des violents avec ses camarades. Du coup, on a travaillé toute l'année sur ça. C'est très, oui, c'est long, ça demande du temps parce que finalement, c'est des entretiens presque quotidiens avec l'enfant tous les soirs pour faire le bilan de la journée. D'accord. C'est très lourd et chronophage comme système, mais voilà, c'est des enfants qui explosent tout le temps et il faut essayer il y a plein de tips, il y a des gens qui peuvent nous aider, on peut en discuter avec les collègues, mais voilà, c'est des choses que beaucoup de personnes mettent en place, mais qu'on peut faire. Et donc c'est aussi l'idée d'avoir une vraie relation de confiance qui soit à la fois cadrée, qui comprenne aussi pourquoi est-ce que l'on fait ça, et que au fur et à mesure du coup les choses baissent. Donc c'est toujours c'est cool, tu veux vraiment l'évolution. Ça existe aussi, on fait aussi pas mal de contrats parfois où je sais pas, ça va être la mission, il a 3 choses dans la semaine à améliorer, et chaque jour on vérifie s'il a pu le faire ou s'il a pas réussi, c'est vraiment pourquoi il a pas réussi, etc. Et donc là aussi c'est des victoires quand l'enfant, tu vois que vers la fin les crises elles sont beaucoup moins présentes, que lui-même arrive à les verbaliser avant. Il y a un enfant qui était vraiment comme ça et bon, ça marche avec certains, ça marche pas avec d'autres. Lui, il était beaucoup plus réceptif. Il avait écrit un jour, on avait fait une production d'écrit pour le futur et donc d'une certaine manière, il avait promis qu'il allait essayer d'améliorer ses crises. Enfin, ses crises, c'est-à-dire que on avait défini
ce qui faisait les crises, par exemple les jeux de ballon dans la cour ou des choses comme ça. Et en fait, un jour, un autre collègue m'avait dit je parlais à cet élève qui ne jouait pas à ce jeu parce que justement, il avait promis à la maîtresse que il ne fallait pas qu'il refasse des crises et que ce jeu-là, ça lui déclenchait beaucoup trop de frustration. Enfin, mais c'est des petits moments où on se dit si on peut avoir un petit rôle et ce petit va pouvoir verbaliser ses émotions. Mais c'est normal que ça passe par l'affectif parce que je pense qu'il y a aussi ce rôle de genre j'ai envie qu'elle soit fière de moi. Et je pense qu'ils sont... Et forcément quand t'es petit, on représente beaucoup pour eux. C'est ça. Donc, oui, c'est hyper mignon par contre. c'est mignon. C'est hyper intéressant. Et du coup toi aujourd'hui t'en es où? Comment tu vois un petit peu la suite? Et est-ce que t'as un dernier petit mot aussi à la jeune enseignante? Tu es toujours jeune enseignante évidemment, mais si tu te revoyais là il y a 5 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de te dire? Pour la suite, pour l'instant je suis très bien dans ma progression. Je continue d'apprendre parce que tout ce que je vous dis en termes de didactique pour apprendre aux élèves, ça c'est hyper important et on apprend encore. En termes de gestion d'élèves, etc., de classe, de projets, c'est toujours un apprentissage. Donc je poursuis dans ça. Je poursuis encore dans l'école où je suis. J'aime bien connaître plusieurs niveaux pour justement ne plus avoir peur de ce niveau je le connais pas, il y a plein de choses à faire, etc. Donc je découvre un peu tous les niveaux. Et par contre, ce que je pourrais dire, c'est de prendre le positif, parce que dans ce métier, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses, et que parfois on est aussi complètement la tête dans le guidon un peu. Oui, et puis on y voit aussi tellement d'aspects négatifs. C'est négatif, c'est lourd, c'est fatigant, on s'investit énormément, parfois on s'investit et ça prend pas. Ouais. Et donc ça peut être décourageant, mais vraiment essayer de pas se décourager parce que si ce métier il est fait pour toi, il faut poursuivre dans ça et ça va être beau. Peu encourageant du coup pour potentielles nouvelles arrivantes du coup dans l'éducation nationale où justement tu peux être amené à vivre plein de choses que tu connais pas et vite dépasser. Il faut se lancer. Trop bien. Merci beaucoup Kenya. Franchement, c'était super intéressant. Avec plaisir. Et on te souhaite beau courage pour la suite. Kenya nous a montré à quel point ses débuts sont marqués par des défis, mais aussi par une réalité souvent invisible. Et si chaque petite victoire compte, c'est surtout le chemin parcouru qui donne tout son sens à ce métier. Si cet épisode vous a touché et que vous voulez en savoir plus sur les coulisses de l'enseignement, n'hésitez pas à vous abonner et pourquoi pas à le noter sur votre plateforme d'écoute. Je vous retrouve aussi sur mon compte Instagram de l'autre côté du tableau. À très vite!